Alors oui, bonjour et bonsoir selon l'endroit et le moment où vous écoutez ce petit vidéo, ce petit webinaire, qui est donc un vendredi et non pas un lundi pour cette fois-ci, parce que bon, il y avait des petits contretemps qui faisaient que c'était pas possible pour moi de le faire avant cette période de temps-là. Et puis évidemment, l'objectif de ce petit webinaire, c'est toujours évidemment de répondre aux questions que vous pouvez avoir concernant la pratique, qu'elle soit d'ordre personnel ou professionnel. Donc, il y a toujours un moment qui va être alloué à ça. Puis évidemment, ça peut aussi toucher pour le grand public des questions qui pourraient concerner la vie personnelle de chacun. Alors, ça aussi, c'est un autre volet également qui peut être fait. Et d'abord, il y a toujours une petite conférence que je vous propose. Alors, ça peut être des sujets assez variés, évidemment, que j'essaie de faire. Puis, s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde, ben, vous pouvez m'envoyer un mail et me faire savoir le sujet en question, puis moi, je pourrai vous donner donc une présentation concernant cela. Alors ce soir, le petit webinaire, c'était sur de la naissance à la mort. C'était donc un entretien que j'avais envie de faire avec vous pour vous faire valoir un petit peu qu'est-ce que moi j'avais observé dans ma pratique concernant l'expérience de la naissance et l'expérience de la mort, puisqu'évidemment, on est tous confrontés à naître, on est tous confrontés à mourir, puis inévitablement, lorsqu'on est thérapeute, ça fait un certain nombre d'années que je pratique, donc c'est sûr que j'ai malheureusement rencontré des gens qui se sont retrouvés dans une position proche de la mort et évidemment aussi de personnes qui sont décédées. Et puis évidemment, moi j'ai pu en accompagner certains nombres et puis j'ai pu aussi aller voir après la mort, lorsque cette personne était décédée, comment il expérimentait cette expérience-là. Donc, l'objectif de cet entretien-là, c'est de vous faire part de réflexions là-dessus. Alors, j'ai donc envie de commencer par vous faire part donc d'un premier élément, c'est que tant pour la naissance que pour la mort, il est évident, à mon sens à moi, que, hein, ça je pense que vous le savez déjà, mais je veux le mentionner, c'est qu'on est tous animés par une pulsion de vie et que cette pulsion de vie, lorsque on est sur Terre, bien évidemment, on est en liaison avec cette pulsion de vie-là. C'est-à-dire que la pulsion de vie, justement, se manifeste à nous dès la naissance. Puis évidemment, tout au long de notre expérience à vie, nous, en tant qu'être humain, ça sera de chercher justement à permettre à cette vie-là de se promouvoir, de devenir de plus en plus importante. Et puis évidemment, c'est ça qui va assurer la survie, qui va assurer qu'on va vivre longtemps, en fin de compte. C'est cette capacité que j'ai, moi, d'être en harmonie avec cette pulsion de vie-là et de ne pas le mal l'utiliser, en fin de compte. Alors, quand je parle de pulsion de vie, ça veut donc dire aussi que je pourrais parler de pulsion de mort, et c'est ça qu'on va essayer d'un petit peu explorer à travers le processus de la vie. Alors moi, quand des gens sont venus me voir, même des gens, par exemple, je pense à des couples qui venaient me voir quelquefois, qui n'avaient même pas, la femme n'était pas enceinte, mais on était capable déjà d'entrevoir le potentiel évolutif, le potentiel, quelque part, d'incarnation d'un enfant, c'est-à-dire qu'avant même que la mère soit enceinte, on pouvait déjà comme percevoir qu'il y allait avoir donc éventuellement une naissance et qu'éventuellement cet enfant-là aurait donc une certaine dynamique, une certaine expérimentation à amener à ces parents-là dans leur vie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut donc dire qu'avant même qu'il y avait la naissance, avant même qu'il y avait eu la conception de l'enfant, on pouvait déjà constater qu'il y avait un potentiel qui était présent dans le couple et qui était donc finalement associé à l'idée qu'on allait mettre au monde un enfant et peut-être même plusieurs enfants. Ce que je veux vous parler de ça, évidemment, c'est que ce qui est intéressant, c'est de se rappeler quelque part le processus d'identification de la conscience. C'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, euh, je ne suis pas nécessairement conscient que je suis identifié, que je suis figé à des expériences de vie. Par contre, tout au long, on le sait qu'on est animé d'une conscience multiple, c'est-à-dire que moi, j'ai une conscience dont je suis conscient, qui est là, hein, je suis conscient d'être Sylvain Bélanger, mais en même temps, dans cette même état de conscience dans lequel je suis, je peux constater qu'il y a des consciences qui sont moins évidentes, hein, qui sont pas conscients, je ne suis pas aussi conscient de d'autres facettes de moi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé ça la pleine conscience intuitive, hein, c'est-à-dire que si je commence à voyager dans mon propre corps, par exemple, j'ai beau être conscient que je suis Sylvain Bélanger, quand je vais voyager dans mon corps, je vais constater que ce Sylvain Bélanger-là, que je connais, ben, il peut être différent, je peux me révéler un autre Sylvain Bélanger en moi quand je voyage dans mon propre corps. Ça veut donc dire que ma conscience que je suis capable de reconnaître actuellement, ben, elle peut être présente,
mais évidemment, à travers ce phénomène de pleine conscience, je peux constater qu'il y a d'autres niveaux de conscience, d'autres états de conscience qui sont en moi dont je ne suis pas conscient. Alors, quand on fait un travail intuitif, justement, par rapport à la notion de naissance, ben, comme je disais tantôt, moi, j'ai vécu ça à certaines situations, certains cas où des gens voulaient avoir des enfants, mais n'avaient pas encore atteint la confirmation que la femme était enceinte, elle n'était pas encore enceinte, ils n'avaient pas encore atteint ce degré d'avancement dans le processus. Par contre, ils avaient quelque part déjà dans leur champ énergétique la présence d'un potentiel d'incarnation d'un enfant. Et ces gens-là se sont avérés qu'ils ont eu donc la naissance de leurs enfants, puis je les ai revus par la suite, après plusieurs années, même dans certains cas, et ils me disaient qu'ils avaient réécouté l'enregistrement, puis que finalement, ce que je leur avais dit avant même qu'il y avait eu la conception qui avait été faite, ben, quelque part, ils constataient que ce qui avait été dit, ce qui était perçu à ce moment-là, c'est avéré juste dans l'idée que l'enfant, lorsqu'il est né, il y avait effectivement un certain type d'expérience qu'ils avaient à travailler, puis qu'ils ont pu identifier à travers évidemment la réalité, mais que j'avais pu effectivement identifier avant même que l'enfant soit mis au monde. Donc, ça veut donc dire que quand on regarde le champ énergétique d'une personne, bien, on comprend quelque part que cette personne-là, effectivement, a donc une conscience, cette personne est consciente, mais évidemment, à travers son champ énergétique, dans son champ énergétique, son aspect psycho-émotionnel, son aspect spirituel, il y a quelque part comme des prises de conscience qui sont faites, comme des décisions qui sont faites sans qu'on en soit conscient. Et tout ça, c'est intéressant parce que en physique quantique, on a mis en évidence que le cerveau est délocalisé, c'est-à-dire que le cerveau n'est pas dans la tête, il est dans le champ énergétique pour moi, dans la conscience multiple que nous avons dans notre champ énergétique. Et que quand on commence à comprendre ça, on comprend que dans ce champ énergétique-là, il y a une somme de potentiels qui sont là, des potentiels qu'on pourrait qualifier de virtuels. C'est-à-dire qu'il y a l'ensemble des possibilités de ma vie qui se trouvent dans ce champ énergétique-là. Et moi, sans que j'en sois conscient par le biais de ma conscience éveillée, je peux prendre des décisions qui vont se faire à travers justement ce champ énergétique-là. Et en tant qu'intuitif, souvent, on va constater qu'on est capable de décoder ces décisions-là qui sont faites, qui sont finalement des décisions qui ne sont pas faites avec le cerveau conscient, mais qui sont faites à un niveau plus subtil dans cette conscience plus vaste qui se retrouve dans tout notre corps et dans tous nos champs subtils, je dirais. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous raconte. S'il y a des questions, évidemment, vous y allez, mais est-ce que vous avez une clarté par rapport à ce que je viens de vous transmettre ici, là? S'il y a des questions, bien évidemment, faites-le moi savoir. Puis, évidemment, à mesure qu'on va avancer, je vais pouvoir approfondir ces aspects-là. Donc, le premier aspect que je voulais vous dire, c'est qu'avant même qu'un couple ait pu concevoir un enfant, on peut déjà voir effectivement l'énergie qui s'incarne, comme si quelque part, il y avait finalement comme dans notre conscience vaste, dans notre champ énergétique, il y avait des prises de décision qui étaient faites, et ces prises de décision ne sont pas faites par notre cerveau conscient, mais bien par quelque chose de beaucoup plus vaste que soi, un peu comme si deux êtres humains qui se rencontrent, et ces deux êtres humains qui se rencontrent vont donc échanger de l'information, mais de l'information qui ne se fait pas simplement par le cerveau, mais qui se fait également par les multiples potentiels virtuels qui existent entre les deux individus. Et quand ils vont arriver justement à faire ces échanges-là, ben, il va y avoir comme effectivement des prises de décision, comme des processus, des programmations qui vont se créer. Et à ce moment-là, ces programmations vont faire que quand on va entrevoir l'idée de faire un enfant, ben, à quelque part, la programmation de la naissance de cet enfant-là, ben, ça va effectivement déjà présente dans le champ énergétique. Et par la suite, bien évidemment, ce processus-là va se mettre en branle par la conception et tout le processus de la grossesse pour amener donc la naissance de cet enfant-là qui sera en accord avec cette dynamique-là également. Donc oui, je vais revenir sur tes questions, Marguerite, mais oui, tout à fait. Marguerite me demande est-ce que ça veut dire que beaucoup de nos potentiels évolutifs ne verront pas le jour par des blocages mentaux. C'est clair que oui, les potentiels virtuels s'avèrent être des options, c'est des possibilités. Alors, par exemple, si moi j'ai vécu des choses difficiles dans ma vie, ben, j'ai donc des potentiels virtuels qui me confirment que ma vie sera difficile. Par contre, j'ai des potentiels virtuels qui me confirment que ma vie pourrait être autre chose que difficile. Alors, vous voyez que ces potentiels-là, effectivement, demandent une connaissance de moi-même pour être capable d'amener ma conscience à porter mon attention vers quelque chose d'autre que ce que je connais. Alors, c'est ça qui est le défi. Et tout ce processus-là, évidemment, d'incarnation avec un enfant, mais c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si on donne
si on est connecté avec des potentiels virtuels à quelque part qui vont faire qu'une naissance va avoir une certaine couleur, ben c'est évident que tout le processus de la grossesse, hein, tout le processus des 9 mois où l'enfant va être porté par la mère, peut aussi amener des transformations possiblement par le fait qu'on puisse amener la mère et le père à avoir un échange avec l'enfant qui va permettre aussi à amener donc une relation différente avec l'enfant qui va permettre aussi à l'enfant de peut-être justement se libérer de certaines programmations qui peuvent être limitatives pour accéder à quelque chose de beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus vrai dans la relation qu'il pourrait avoir avec la mère et le père, par exemple. Donc, ça, c'est une première chose. Alors, évidemment, il y a Agnès qui me dit, est-ce que ça m'est arrivé de voir l'exemple que tu donnes? Et je comprends à l'instant quand tu racontes que j'ai capté alors sans savoir. À ce moment-là, je me demandais comment j'avais pu le sentir. Effectivement. Donc ça, c'est une première chose. C'était donc on peut déjà une réflexion intéressante. On comprend quelque part que dans notre propre champ énergétique, on a plein d'options qui sont déjà programmées. Et il y a plein de choses dans la vie qui sont déjà programmées. On sait maintenant avec la génétique, on est actuellement en train de remettre en question la génétique complètement. Vous savez que les gènes, c'était pas si longtemps le bagage héréditaire. Ce bagage héréditaire indiquait à quelque part qu'on était né avec un certain bagage. Ce bagage-là, effectivement, elle nous obligeait donc à passer par une certaine forme de programmation, pour voir ça comme ça, qui était donc reliée à l'idée que nos parents nous transmettaient des gènes et c'était ça qu'on héritait et on était prêt avec. On remet en question complètement ça actuellement et on comprend quelque part que par la pensée, par l'intention, par l'alimentation, par une foule de choses finalement, la génétique peut être transformée. C'est-à-dire qu'on comprend quelque part que la génétique n'est pas figée dans le temps. Elle peut donc bouger, elle peut donc se mouvoir, une grande partie de la génétique du moins. Ce qui veut donc dire que ça rejoint encore cette notion des potentiels virtuels. C'est-à-dire que la génétique s'avère être des potentiels virtuels. Par contre, si je me mets à me nourrir d'une certaine façon, si je me mets à avoir des transformations dans la conscience, il est possible que cette génétique-là puisse finalement se muter, se transformer et devenir de plus en plus en harmonie avec moi. Donc, c'est ça un petit peu qui devient intéressant, c'est qu'on comprend justement que oui, il y a effectivement toute une programmation qui se fait à notre insu, on peut voir ça comme ça, puis en même temps, on comprend que si on développe une connaissance de soi, si on développe des techniques comme celles qu'on enseigne dans l'école, hein, de décollage, déploiement et soins, ben on arrive justement à mieux s'accompagner, tant dans le processus d'individualité que nous sommes, mais même dans un processus de grossesse. Hein, c'est évident qu'une personne qui serait donc porteuse d'un enfant pourrait donc établir une relation avec l'enfant pour parvenir justement à développer une relation différente avec celui-ci qui permettrait à l'enfant de se libérer de certaines programmations qu'il n'aurait plus à vivre parce qu'on l'aurait libéré par les échanges et par la capacité que l'on aurait de lui donner quelque part tout ce dont il a besoin pour ne pas avoir à reproduire les processus inconscients qui pourraient être en relation justement avec ce qu'on pourrait appeler la génétique, ce qu'on pourrait appeler les limitations les croyances limitatives provenant de notre histoire familiale, de notre histoire personnelle ou encore de d'autres vies également. Donc, vous voyez quelque chose d'assez vaste là-dedans qui est intéressant donc à bien comprendre à ce niveau-là. L'autre aspect, évidemment, que j'aimerais voulais vous parler, c'est évidemment que pendant la grossesse, alors à mesure que l'enfant se développe à travers le processus de grossesse, ben on peut évidemment, en tant que mère porteuse, on peut évidemment communiquer avec cet enfant-là et finalement répondre à ses besoins, apprendre à développer une relation de plus en plus intime avec l'enfant pour justement donner à cet enfant l'opportunité de pouvoir avoir une relation expansive avec nous. La relation expansive, c'est intéressant parce que lorsqu'on est l'enfant, il y a une conception qui est effectuée. Bon, première chose, lorsque la conception se fait, c'est-à-dire lorsque le père et la mère vont faire l'amour et qu'il va y avoir un phénomène, donc une expérimentation donc de la conception. Dans mes perceptions intuitives, moi, ce que j'ai vu dans ces moments-là, c'est qu'il y a vraiment une forme de l'orgasme. Cet orgasme-là, quelque part, pour moi, est une expérience justement de lumière. Et cette expérience de lumière-là va amener justement à ce moment-là quelque chose qui va se sceller. C'est-à-dire que les programmations, les potentiels virtuels qui existent entre l'homme et la femme vont à ce moment-là, à travers l'acte sexuel, vont sceller quelque chose. Nous avons une programmation. Et cette programmation-là, elle n'est pas nécessairement consciente. C'est-à-dire que j'ai pas pleinement conscience de ce qui va se passer, à moins que j'ai vraiment un éveil absolument important. Mais en général, je ne serai pas conscient de ce que je vais transmettre
dans la génétique, je dirais, et dans l'expérience justement de la conception de l'enfant. Mais puis cet enfant-là va donc se retrouver dans une position où, à quelque part, bon, dès la conception, il va y avoir donc cette forme de programmation-là. Et en tant que thérapeute intuitif, on peut déjà très, très bien clairement voir le potentiel en question. Et c'est évidemment qu'il y a quelque chose de fort intéressant dans l'idée que l'on puisse envisager de pouvoir accompagner une personne qui sera enceinte à travers ces 9 mois de grossesse, à travers un travail intuitif pour amener justement une relation de conscience à faire entre la mère et le père et l'enfant qui se développerait tout au long des 9 mois. Alors, c'est quelque chose que j'ai jamais eu la chance d'expérimenter, mais j'aimais cette idée-là parce que je crois que ce serait vraiment fort intéressant de pouvoir envisager une relation de cet ordre-là. Donc, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que lors de la conception, il y a donc une programmation qui est effectuée. Et évidemment, tout au long de la grossesse, il y a ce processus qui va se faire. Et évidemment, l'enfant va donc s'approprier son individualité à travers cette expérience de la grossesse. Et puis évidemment, selon l'échange qu'il va avoir avec la mère et le père dans le ventre de la mère, il va y avoir donc aussi un processus des potentiels, encore une fois, qui sont disponibles, qui peuvent changer le parcours de la vie de l'enfant aussi, puisqu'on comprend bien évidemment que oui, il y a une programmation lors de la conception. Maintenant, cette programmation-là, elle n'est pas figée dans le temps, puisqu'on le comprend avec la génétique qui est remise en question, entre autres, hein, qu'on comprend qu'il est possible donc de développer une relation avec l'enfant qui va amener des potentiels virtuels expansifs à prendre forme, puisqu'on sait que la génétique va plus faire référence à des potentiels plus limitatifs, à des potentiels finalement qui sont répétitifs d'expériences de vie, soit dans mon histoire personnelle, soit dans mon histoire familiale, ainsi de suite. Donc, on comprend évidemment que les potentiels virtuels expansifs évolutifs vont pouvoir justement être nourris par le fait que la mère et le père soient capables de comprendre l'expérience, pourquoi l'enfant vient sur Terre, pourquoi, à quelque part, quelles sont les dynamiques ou les limitations que l'enfant va pouvoir expérimenter et de quelle façon que nous, en tant que parents, on peut donner les meilleures conditions à cet enfant-là pour qu'il puisse se développer. C'est ça qu'on va chercher aussi donc à faire à travers cette expérience des 9 mois. Alors, évidemment, malheureusement, l'expérience de la grossesse n'est pas bien comprise et très peu de gens ont cette chance de pouvoir avoir une relation intime avec l'enfant dans laquelle ils vont chercher vraiment à avoir de relations où ils vont chercher à développer une connexion avec l'enfant pour lui donner tout ce qu'il a besoin pour que le processus de grossesse se fasse dans une conscience tant pour l'enfant que pour la mère et qui va faire que la naissance va devenir véritablement un acte d'incarnation véritablement pour l'enfant qui va l'amener à être capable de pouvoir envisager justement que sa vie puisse véritablement se faire dans les meilleures conditions possibles pour son propre cheminement et son propre épanouissement. Donc, ça, c'était un peu pour concernant l'idée pendant la grossesse. Alors, à mesure que la grossesse évolue, alors il va se fixer progressivement une personnalité, évidemment, chez l'enfant. Cette personnalité-là, quelque part, on l'a vu que dès la conception, il y a déjà quelque chose qui s'est programmé. Puis évidemment, ça va se figer à mesure que l'enfant va être dans le ventre de la mère. Alors, évidemment, cette fixation-là va faire qu'on va donc avoir accès à une personnalité particulière de l'enfant, puisque l'enfant va donc avoir à ce moment-là une genre de programmation. Et quand il va naître, ben, cette programmation-là va prendre tout son sens. Et c'est là que les parents, lorsqu'ils comprennent bien la programmation de l'enfant, vont être capables donc de lui donner les conditions les plus favorables pour qu'il puisse se développer parce qu'ils vont accepter que l'enfant sera d'une certaine façon. C'est-à-dire que l'enfant ne sera pas comme ils veulent, mais il sera comme il sera. Et à partir du moment qu'on comprend pourquoi il est comme ça, ben, on peut effectivement, nous, en tant que parents, aider l'enfant à se déployer de la façon la plus efficace possible, la plus harmonieuse possible. Et ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé régulièrement d'avoir des gens qui venaient me voir pendant que l'enfant était dans le ventre de la mère et me demandaient justement un peu qu'est-ce qu'ils devaient s'attendre de cet enfant-là. Et on essaie d'évaluer ensemble qu'est-ce qui pourrait être fait pour que l'enfant, justement, puisse s'épanouir le mieux possible. Et j'ai vu également des gens qui, après avoir donné naissance à un enfant, m'ont aussi fait de ces demandes-là. Et on a pu faire des cheminements ensemble assez intéressants qui ont pu finalement amener aussi des compréhensions des parents beaucoup plus élevées et beaucoup plus riches de ce que cet enfant-là avait à vivre et de quelle façon qu'on pouvait cheminer pour amener cette évolution et cette progression à prendre forme. Donc ça, c'était un autre élément que je voulais vous parler. Alors évidemment, lorsque la naissance se fait, il y a donc une prise d'individualisation qui démontre clairement quelque part que l'enfant, maintenant qu'il est né, ben, il est devenu quelque part autonome, entre guillemets, je dis bien, parce que c'est pas vrai qu'il est autonome, mais il devient autonome dans le sens qu'il devient distinct officiellement des parents, donc de la mère. Il y a donc évidemment le cordon ombilical qui est coupé et donc l'expérience de la naissance prend véritablement forme. Et à ce moment-là, l'enfant
va donc se développer, se déployer à travers toute une phase d'individualisation. Je vous donne des exemples un petit peu de ces phases d'individualisation-là pour vraiment faire un genre de survol de ça. C'est qu'entre 0 et 7 ans, souvent c'est la prise de possession du corps physique. L'enfant va s'approprier le corps physique pendant les 7 premières années de sa vie. Il va apprendre donc à prendre conscience qu'il est un être distinct des parents et il va prendre conscience de son champ énergétique, il va prendre conscience de sa conscience corporelle, il va prendre conscience quelque part de son fonctionnement physiologique aussi. Alors ça, c'est tout ça qui va se faire dans les 7 premières années de sa vie. De 7 ans à 14 ans, on va certainement envisager à ce moment-là l'idée que l'enfant développe plus davantage une conscience émotionnelle, où il commence à prendre conscience de ce que c'est qu'une émotion, de prendre conscience à quelque part, de même à la limite de verbaliser les émotions, de part des désirs, des besoins, des émotions qu'il ressent, etc., de pouvoir les communiquer. Alors ça, c'est quelque chose qui va se faire entre la période de 7 à 14 ans. Entre 14 et 21 ans, on va davantage voir l'aspect plus du mental qui va prendre forme, c'est-à-dire que de 7 à 14, l'enfant est plus dans la nature émotionnelle, dans laquelle il apprend à se définir par rapport à son entourage, donc ses parents, puis par rapport à ses amis, etc. Il y a une conscience émotionnelle qui l'amène à reconnaître ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, etc. 14-21 ans, bon, quelque part, on devient capable de verbaliser ou de comprendre ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. C'est-à-dire qu'on commence à développer une compréhension mentale de ce que l'on est et de ce que l'on sait. Et à partir de là, excusez-moi, parce que là, je vais donc arrêter ça, excusez-moi. Donc, après 14 et 21 ans, on va donc à travers cette période du 14-21 ans, développer une conscience du mental qui va faire qu'on va développer donc une compréhension de ce qu'on est d'une façon plus intellectuelle, plus mentale. On va aussi développer aussi, évidemment, à travers cette expérience-là, cette volonté de se définir, hein, parce que le mental est une capacité que l'on a de comprendre, de regarder quelque part nos parents, regarder comment ils fonctionnent, de regarder la société et aussi poser des regards qui peuvent nous amener à une forme de rébellion puisqu'évidemment, c'est souvent ça qui va se passer dans cette période de temps-là. C'est toute la période de l'adolescence, entre autres, hein, qui nous amène justement à vouloir se définir, nous, en tant qu'êtres humains, par rapport à ce que nous, on croit que la société devrait être, et donc une certaine forme de rébellion qui va se faire. Puis après ça, bien évidemment, il y a tout le processus du 21 à 28 ans qui va nous amener vers toute l'expérience de l'adulte, qui va nous confronter justement à devenir conscient qu'entre 21 et 28 ans, on a le désir justement de donner quelque part à la société, de se positionner par rapport à la société, de définir à quelque part ce que nous, on a pu apporter à la société entre 21 et 28 ans. Entre 28 et 35 ans, c'est vraiment une forme c'est l'individualisation, c'est cette volonté que l'on a maintenant de dire, ben voilà, ce que j'aurais envie d'apporter à la société. Et de 28 à 35 ans, on va travailler dans ce sens-là, d'amener à la société ce que nous, on juge comme étant porteur pour amener la société et donner un rôle en tant qu'être humain à ce que nous sommes. Donc, de 28 à 35 ans, on va donc avoir ce processus-là qui va se faire. De 35 à 42 ans, on va chercher vraiment à concrétiser ce que nous avons comme conviction intérieure, c'est-à-dire qu'on a donc apporté à la société quelque chose et on a des convictions et on a envie quelque part d'apporter à cette société-là ce que nous on juge comme étant ce que nous, on peut reconnaître comme étant juste. Alors, on va chercher à concrétiser ce que nous sommes, plus profond de notre être, à travers cette phase de 35 à 42 ans. De 42 à 49 ans, on va donc chercher à stabiliser ce qu'on a cherché à mettre en place, donc à construire, à stabiliser, à donner quelque chose d'un peu plus d'enracinement par rapport à tout ça. À 49 et 56 ans, c'est une consolidation, donc on cherche encore plus à mettre encore plus cet aspect figé des choses, c'est-à-dire qu'on a une volonté de dire, ben voilà, j'ai construit quelque chose et je veux que ça soit maintenant stable et je veux que ça bouge pas, je veux que ça soit là pour longtemps, hein, parce qu'à quelque part, je veux maintenant bénéficier des fruits de ce que j'ai construit. En 56 et 63 ans, là, on va commencer effectivement à envisager la transmission, c'est-à-dire qu'après avoir bien consolidé les choses, on va commencer à envisager la continuité du projet, c'est-à-dire qu'on reconnaît quelque part que nous, on est rendu à une autre étape de notre vie et on va donc chercher à amener donc l'idée d'une suite, c'est-à-dire comment moi, à partir du moment que je me mets en retrait, de quelle façon que le projet peut continuer, que ce que j'ai mis en place peut se poursuivre. Donc, en 56 et 63 ans, ça va être un peu cet aspect qui va être fait. De 63 à 70 ans, c'est donc cette notion d'héritage. On reconnaît davantage qu'on est dans une période maintenant où on est prêt donc à donner, hein, quelque part, quand je dis donner, c'est de transmettre à quelque part
ce qu'on a conçu et de permettre justement que cette conception-là puisse se poursuivre d'une façon encore de plus en plus autonome et de plus en plus libre. Et nous, on accepte de plus en plus à se mettre en retrait de cela pour commencer justement la période de 70-77 ans à vraiment faire un retrait véritablement. Ce retrait-là, quelque part, c'est un retrait de la vie extérieure pour ramener vers un retrait vers la vie intérieure. Et cet retrait vers la vie intérieure nous amène justement à envisager de nouveaux projets, si on est en santé, évidemment. Évidemment, ça va nous amener aussi à nous ramener de façon plus proche de soi pour se préparer à la mort. Et de 77 à 84 ans, et par la suite aussi, il y a tout le processus, évidemment, de la mort qui s'effectue, c'est-à-dire qu'on commence à accepter l'idée que l'on pourrait quitter notre corps, qu'on pourrait mourir, et que, à quelque part, ça fait partie d'un processus où notre conscience accepte ça parce que, justement, on reconnaît que nos ressources vitales, on reconnaît que notre conscience n'a plus autant le désir d'être présente sur Terre, on a fait notre temps, comme on dit, et on est prêt, donc, à porter notre attention vers une autre dimension, vers une autre sphère. Alors évidemment, je voulais vous présenter ces étapes-là pour vous faire valoir un peu de la naissance. On se dirige vers la mort et à travers tous ces processus-là, de ces étapes-là, évidemment, qui sont un peu générales, que je viens de vous présenter, c'est que globalement, l'être humain passe par ces phases-là et globalement, l'être humain peut, à travers ces phases-là, vivre un grand nombre d'expériences qui peut le confronter à ce que j'avais appelé tout à l'heure la pulsion de vie ou la pulsion de mort, c'est-à-dire que l'être humain, à mesure qu'il progresse et qu'il évolue, il est confronté à l'expérience donc de l'excitation de vivre, d'avoir du plaisir de vivre, mais aussi est quelque part confronté aussi à la possibilité de constater que cette vitalité qui est en lui sont manquantes. Et on va essayer maintenant de voir comment peut prendre forme ces processus-là. Alors évidemment, je vais répondre à toutes les questions que vous me posez à la toute fin pour peut-être que je reste concentré sur le thème de la conférence pour commencer. Donc, pulsion de vie, pulsion de mort. Alors, quand on parle de pulsion de vie dans un processus intuitif, quand on regarde un champ énergétique d'une personne ou qu'on regarde notre propre champ énergétique, on comprend qu'on a deux types de potentiels. Le potentiel limitatif, qui est vraiment en relation avec ce qu'on peut appeler l'ancien monde. L'ancien monde, pour moi, c'est le monde qui croyait que tout était figé dans la matière. Et c'est cette perception-là qu'on retrouve dans le potentiel limitatif, c'est-à-dire cette espèce de cycle répétitif qui fait quelque part que l'être humain n'évolue pas, n'a pas une conscience qui évolue, qui change, mais il ne fait que répéter, répéter et répéter toujours la même chose. Et ces processus limitatifs-là, évidemment, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on appelle l'entropie aussi, c'est-à-dire que ça crée de l'usure. Alors, quand on regarde le corps physique au niveau énergétique, si j'ai des cycles énergétiques qui se répètent et qui ne cherchent pas à se réorganiser d'une façon plus évoluée, ben, quelque part, c'est un peu comme si j'avais un blocage au niveau de mon plexus solaire, par exemple, au niveau de ma peur de m'affirmer, et que cette énergie-là qui pourrait se déployer vers mon cœur ne pourra pas se déployer vers mon cœur parce que je vais avoir le sentiment que j'ai pas droit, que je ne peux pas le faire. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se faire? C'est que l'énergie va rester stagnée dans le plexus solaire et cette stagnation-là va devenir effectivement un cycle limitatif qui va finalement faire que l'énergie ne pourra pas s'épanouir comme elle devrait, ce qui va donc créer de l'entropie. Alors, d'un point de vue énergétique, ça va entraîner donc des faiblesses, des fragilités, et c'est là que les pulsions de vie vont se transformer en une pulsion de mort. Parce que pour moi, les potentiels limitatifs contribuent évidemment à favoriser la pulsion de mort, surtout lorsqu'ils deviennent trop limitatifs, trop répétitifs, et qu'à quelque part, la personne n'est plus adaptée à ce qu'elle devrait faire dans sa propre vie à ce moment-là. Alors, c'est l'impression que la personne, à quelque part, n'est plus adaptée à la vie qui est en elle, donc elle devient de plus en plus déconnectée de ses propres ressources vitales et elle devient de moins en moins consciente de la vie qui est en elle, de moins en moins désireuse même à quelque part de promouvoir la vie qui est en elle et elle commence à développer donc des pulsions de mort, donc de l'entropie. Et cette entropie va se faire subtilement, c'est-à-dire que par exemple, des gens me disent « Ah, ben moi j'ai plus confiance aux êtres humains ». Quand on dit quelque chose comme ça et qu'on en est convaincu, on a vraiment plus confiance aux êtres humains, mais vous devez comprendre que c'est une expression de la pulsion de mort. C'est-à-dire que comme je n'ai plus confiance aux êtres humains, ça veut donc dire que j'ai lancé la serviette et je suis convaincu que je ne peux plus faire confiance aux êtres humains. Alors, en ayant cette conviction-là, je me limite aux expériences de vie que je pourrais avoir parce que je sais maintenant que je ne pourrai que vivre des déceptions avec les êtres humains. Donc, je ne me donne pas l'opportunité de croire que je pourrais accéder à autre chose que ce que j'ai vécu dans mon passé. Alors ça, c'est un potentiel limitatif. Alors que le potentiel évolutif, c'est évidemment la pulsion de vie, c'est-à-dire que je reconnais que c'est pas parce que j'ai vécu des choses dans ma vie passée que je vais systématiquement revivre ces choses-là dans ma vie future. Donc, c'est là qu'on commence à comprendre le processus de déprogrammation de la mémoire cellulaire qui est si fondamental dans la pratique, puisque quand on donne
ce qui est nécessaire à notre corps, la conscience qui est dans notre corps, tant on lui donne ce qui est nécessaire, on lui donne l'opportunité de ne plus être limité, de ne plus être dans une pulsion de mort, mais on commence à lui redonner l'occasion de retrouver la vie à l'intérieur d'elle-même. Et cette vie-là va permettre, évidemment, à reconnecter avec le potentiel évolutif. Alors, c'est ça qu'il faut se rappeler par rapport à ça. Alors donc, évidemment, toutes les expériences que j'ai pu expérimenter autour de cette pulsion de mort-là, bien évidemment, on la retrouve dans toutes les lectures intuitives que vous allez faire et dans toutes les lectures intuitives que je vais faire. C'est-à-dire que la pulsion de mort, elle existe dans la mesure qu'elle est en relation avec toutes les dissociations qu'on a dans notre propre champ énergétique. Ces dissociations-là sont en quelque sorte les façons qu'on a trouvées pour s'empêcher d'être en relation avec la vie qui est en nous. Et on se fige pour empêcher à la vie de s'exprimer à travers soi. Et c'est à travers tout ce processus-là, évidemment, qu'on va donc perturber notre circulation énergétique, créer de l'entropie, tant au niveau psychologique, au niveau psycho-émotionnel, qu'au niveau énergétique et au niveau spirituel. Et c'est tout ça qui va contribuer justement à une forme de vieillissement plus élevé qu'il ne devrait, et ce qui va faire que finalement, des fois on dit, ah ben notre heure, l'heure de la mort est déjà écrite est déjà écrite dans le ciel. Moi, je ne crois pas nécessairement que l'heure de la mort est déjà écrite dans le ciel. Je crois justement, au contraire, qu'on a un potentiel. Ce potentiel, évidemment, peut se limiter, hein, parce qu'il y a des nœuds dans la vie. On vit des expériences dans la vie qui vont être des expériences douloureuses, qui vont être des initiations, qui vont être des épreuves. Et il n'est pas vrai qu'on va systématiquement passer à travers chacune de ces épreuves-là constamment. Il y a des gens qui vont simplement lancer la serviette, qui vont simplement dire « je ne suis pas capable d'aller plus loin » et qui vont simplement donc laisser la pulsion de mort prendre le dessus à un point justement qu'ils vont simplement mourir parce qu'à quelque part, ils ne sont pas capables de franchir cette étape-là. Alors, vous allez me dire, oui, mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais c'est quand je vous réfère au potentiel évolutif, encore une fois, quand je suis plus capable de voir l'évolution qui est devant moi, qu'est-ce qui arrive? Je ne vois simplement que ce qui est derrière moi et je ne suis plus capable de voir ce qui est devant moi. Je ne suis plus capable de me projeter dans mon futur, parce que le futur que je vois est simplement un reflet de mon passé. Mon passé est de la souffrance. Donc, je n'ai pas envie de revivre la souffrance. Donc, comme je ne suis plus capable de voir ce que je devrais faire pour évoluer, progresser, cheminer encore et encore, ben, je ne peux que simplement dire, ben voilà, je vais simplement partir, parce que je n'ai plus la capacité, tout simplement, de voir devant moi ce qui pourrait être plus intéressant ou plus riche. Alors, vous comprendrez que c'est là, évidemment, que l'expérience de la mort va devenir une évidence, puisque la conscience ne sera plus capable de se recréer, elle ne sera plus capable de se réorganiser, elle ne sera plus capable de se reconnecter avec le potentiel d'évolution, elle va simplement nous ramener constamment à une limitation qui va devenir tellement grande qu'il n'y aura plus de raison d'être, de pouvoir poursuivre dans un cheminement d'évolution dans ces conditions-là. Alors voilà, ça c'est un autre élément que je voulais aussi vous partager. Alors, vous comprendrez ici que pour parvenir justement à redevenir vivant, à renouer contact avec le potentiel évolutif qui est en nous, on doit mourir. Ça fait drôle de dire ça, mais pas mourir physiquement, mais mourir à un certain nombre d'états de conscience qui sont en soi. Par exemple, si j'étais une victime toute ma vie et que je suis conscient quelque part que si je continue à être une victime toute ma vie, je pourrai jamais être heureux, ben, quelque part, je dois laisser mourir, je dois accepter que cette victime-là doit mourir pour que je puisse, moi, renaître et que je puisse me reconnecter avec mon potentiel de vie, mon potentiel évolutif. Alors, vous voyez que c'est ça, quelque part, qu'il faut bien comprendre. Dans l'expérience de la vie, on est constamment dans des renaissances et constamment dans des moments de notre vie où des états de conscience doivent mourir pour nous permettre d'accéder à ces potentiels évolutifs-là. Et c'est ça, quelque part, qui fait que l'équilibre de la vie se fait et que c'est ça qui fait aussi que moi, je peux me reconnecter avec cette idée que j'ai envie de continuer à vivre parce que, quelque part, j'ai envie encore de pouvoir poursuivre un chemin qui me nourrit et qui m'apporte une certaine lumière. Donc, ici, si on continue par rapport à cela, donc au niveau conscient, moi, ce que j'ai observé dans ma pratique maintenant face aux personnes décédées, aux personnes pas décédées, mais aux personnes qui étant dans une préparation à la mort, j'ai pu constater que ça m'est arrivé une vingtaine de fois, pour vous donner un exemple, une vingtaine de fois certainement, où j'avais des gens avec lesquels je travaillais. Et à un moment donné, j'ai constaté que quand je travaillais avec eux, leur conscience, je ne parle pas de leur conscient où je leur parle avec eux comme ça, hein, je parle vraiment dans ma perception intuitive, à un moment donné, je constatais que leur inconscient semblait me dire qu'ils ne voulaient plus vivre, semblait me dire qu'ils n'étaient plus intéressés à poursuivre. Alors moi, évidemment,
comme je voulais enseigner, je vais faire de la déprogrammation systématiquement dans ces conditions-là parce que je ne vais pas euh, simplement tenir compte de cette réalité, de ce qui m'est affirmé. Je veux m'assurer justement que c'est pas que je veux m'assurer quelque part que je peux faire quelque chose pour amener donc une transformation par rapport à ça. Mais en même temps, quand ce phénomène-là se produit, où la conscience semble me dire qu'elle est plus intéressée à vivre, ben quelque part, c'est un indice de pulsion de vie, pulsion de mort, excusez-moi, qui est clair, net et précis. Et dans certains cas, dans plusieurs cas, et dans tous les cas, même ces vingtaines de cas dont je vous ai parlé, il y a effectivement une confirmation qui se fait, qui va se faire à court ou long terme, mais en général à court terme. C'est-à-dire que lorsque la conscience de l'individu, de l'inconscient de l'individu me dit qu'il ne veut plus vivre, qu'il n'a plus envie de vivre, et qu'on fait un travail pour tenter de renverser la vapeur et qu'évidemment, dans le moment où on le fait, on constate qu'il y a vraiment des résistances importantes, c'est un signe justement que à ce moment-là, on peut penser que cette personne-là pourrait donc se préparer à la mort et dans un laps de temps assez court. Alors évidemment, je ne veux pas faire des règles avec ça parce que vous avez compris que le danger de tomber dans des règles, ça serait de condamner quelqu'un parce qu'on aurait l'impression, selon nos perceptions, que la personne voudrait mourir. Et ça, je pense que consciemment, la personne peut très bien nous dire, ben moi, je veux vivre. Et moi, j'ai eu des cas comme ça, des gens qui étaient très désireux de vivre consciemment et inconsciemment me disaient qu'ils ne voulaient plus vivre. Alors, le rôle, évidemment, là-dedans, c'est d'amener la personne à comme reconnaître qu'elle dit qu'elle veut vivre, mais en même temps, dans son inconscient, il y a des signes, des pulsions de mort qui sont là. Et c'est important de confronter la personne avec ça pour l'amener justement à cheminer. Cheminer pour peut-être favoriser la guérison, d'une part, de renouer contact avec la pulsion de vie, mais aussi peut-être d'amener éventuellement la préparation à la mort aussi. Donc ça, c'est quelque chose quand même que je voulais vous partager parce que c'est quelque chose qui m'est apparu vraiment très important dans ma pratique, qui m'a confronté fortement parce que le premier cas que j'ai rencontré comme ça, c'est une personne qui est atteinte de cancer, mais qui allait relativement bien. S'était déclaré tout récemment. Et finalement, elle est morte en 3 jours. Et personne n'avait vu venir la possibilité qu'elle meure aussi rapidement. Mais moi, quand j'avais commencé à faire des soins de cette personne-là, elle m'avait clairement dit qu'elle ne voulait plus vivre et qu'elle voulait mourir. Donc, ça a été quand même la première expérience que j'ai vécue, cette celle-là. Puis par la suite, ça s'est reproduit, des situations comme celle-là. Alors, comme je dis, il ne s'agit pas ici de condamner quelqu'un. On doit toujours se rappeler que le décodage, la déprogrammation, les soins doivent être toujours utilisés. On doit toujours aller au maximum de l'objectif qui est de guérir, de soigner. Mais en même temps, lorsque, évidemment, on voit bien quelque part que la personne ne répond pas bien concrètement aux soins que l'on donne et que cette pulsion de mort est très importante, devient de plus en plus importante, bien, c'est évident qu'on en parle avec notre partenaire, on en parle avec notre partenaire pour l'aider justement à mieux comprendre ce qu'on perçoit et évidemment de chercher à trouver avec lui des solutions pour amener donc soit la solution de guérison, mais aussi de reconnaître effectivement que des fois, ben, on peut pas arriver à cette condition-là lorsque la personne accepte ou s'accueille l'idée qu'elle n'a peut-être plus envie de vivre véritablement. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais vous faire part, qui est quand même assez important dans la pratique, qui est pour moi quelque chose qui m'a beaucoup révélé, fait comprendre beaucoup de choses sur l'idée de la mort. L'autre aspect, c'est que ce qu'on va observer, c'est que là, une personne est prête à décéder. Moi, ce que j'ai observé, c'est que la personne sa conscience va quitter par le sommet de la tête en général. Alors, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la littérature, mais moi ce qui m'intéresse, c'est toujours de vérifier ce que j'observe dans la pratique. Et c'est pour moi mon élément le plus important. Et évidemment, j'ai souvent constaté que les personnes qui se préparaient à mourir avaient vraiment toute leur énergie qui se déplaçait vers le sommet de la tête et lorsque le décès arrivait, ils quittaient le corps par le sommet de la tête. Ça, c'est quelque chose que j'ai souvent observé. Un autre élément que je voulais vous faire part par rapport à ça, qui est très important, euh, c'est que par exemple, quand j'ai ma mère qui est décédée, ça fait quand même un certain nombre d'années que ma mère est décédée, mais quand ma mère est décédée, j'avais donc pris le temps d'aller voir. Les conditions étaient particulières. Quand elle est décédée, moi, je devais quitter, je faisais un voyage et je savais qu'elle allait mourir, fort probablement pendant que j'allais être parti. Je m'en étais fortement bien occupé avant, donc j'acceptais plus facilement cette idée-là. Et je savais que j'allais pouvoir être connecté avec ma mère à travers la distance, puisque pour moi, la distance n'était pas un problème. Et quand elle s'est donc trouvée donc qu'elle est décédée, j'ai eu la chance, donc, évidemment, de pouvoir faire des lectures pour l'aider, donc, à cheminer dans le monde de la mort. Et à travers cette expérience-là, j'ai comme exploré ce que j'appelle des niveaux de conscience de la personne décédée. Ces niveaux de conscience-là de la personne décédée, c'est important de bien comprendre ça. J'espère que je vais être clair pour que vous compreniez bien ce que c'est
et que vous puissiez évidemment cerner ce que je veux dire par là. Moi, quand j'ai été voir ma mère, j'avais été, par exemple, la première chose que j'ai fait, j'ai dit, tiens, je vais aller voir ma mère dans, je dis ça de cette façon-ci, comme si elle était donc incinérée. Donc, j'ai été voir ma mère dans cette expérience de l'incinération, donc ce qui restait de ma mère en tant qu'être humain dans l'expérience de l'incinération. Et il y avait donc un certain niveau de conscience qui était là. Si j'allais voir ma mère à un autre niveau de conscience, je pouvais voir ma mère, par exemple, dans une certaine forme de souffrance, parce que elle avait comme un travail à faire de détachement par rapport à la famille, par exemple. À un autre niveau de conscience, je pouvais constater que ma mère se trouvait dans un état de paix et d'harmonie, parce qu'elle, quelque part, elle était consciente qu'elle était maintenant, elle était prête à mourir, puis qu'elle était prête à aller dans la lumière. Je vous donne ces exemples-là pour faire comprendre que c'est important de comprendre que quand une personne décède, elle n'est pas un, elle est multiple, parce que la mémoire qui anime cet être humain-là se trouve multiple. Et c'est pas surprenant, parce que quand on y pense, quand on observe le champ énergétique d'une personne dans le monde des vivants, qu'est-ce qu'on voit? On voit une personne qui est donc fait de chair et d'os, donc qui est reconnue comme étant une réalité terrestre, mais dans son champ énergétique, on reconnaît bien quelque part que multiples états de conscience qui peuvent animer cette même personne-là. Donc, lorsque la personne décède, c'est pas étonnant que ces multiples états de conscience-là puissent effectivement se répartir, on pourrait voir ça comme ça, dans une genre de forme de hiérarchie vibratoire qui va faire que on va retrouver des états de conscience d'une même personne décédée selon le niveau de conscience dans lequel qui se trouve là. Et ça veut donc dire quelque part que nous, en tant qu'aidants, pour aider la personne à mourir, on peut donc faire un travail qui ne va pas s'intéresser uniquement à l'aspect le plus élevé de la personne décédée, mais on peut aussi travailler sur les expériences mémorielles, plus souffrantes, plus douloureuses, qui sont également associées à l'expérience de la mort. Puis on peut donc faire un travail de décodage, déprogrammation et soins pour amener justement cet être humain-là à pouvoir se libérer, cet être humain qui est maintenant décédé, à se libérer de sa conscience mémorielle pour permettre justement à une forme d'alignement à son soi supérieur, son soi supérieur étant l'expression la plus élevée d'elle-même, de pouvoir justement se relier le plus possible à elle-même, à son essence, à sa lumière, et que toutes les mémoires qui pourraient la perturber, qui pourraient l'empêcher d'aller vers la lumière, mais qu'on puisse faire un travail dessus pour permettre donc un travail riche et intéressant de pouvoir se faire. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé également avec donc plusieurs personnes. Ça a été ma première expérience comme de cette multiconscience-là, c'était avec ma mère. Puis par la suite, j'ai vu et les revu et revu et revu et revu. Donc, ça veut donc dire que quand on est un intuitif et qu'on communique avec une personne décédée, on doit comprendre que cette personne décédée avec laquelle on communique, c'est qui? Est-ce que c'est vraiment la personne qui est décédée ou est-ce que c'est un état de conscience, cette personne décédée-là? Alors, je veux pas nécessairement vous répondre dans le sens de dire, ben, j'ai la vérité. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ces états de conscience-là, quelque part, sont des états de conscience qui peuvent donc se changer et qu'on peut donc faire évoluer, faire progresser. Alors, on ne doit pas figer l'expérience de la mort. C'est-à-dire qu'on ne doit pas, par exemple, dire, ben, ma mère, elle est là, puis elle fait ça, puis on doit comprendre quelque part que tout ça est dans un processus de transformation. Et ce processus de transformation fait que la conscience mémorielle qui est limitée, elle peut s'élargir. Et que plus cet élargissement se fait, mais plus je pense qu'on contribue à ce moment-là à permettre à cette personne décédée de s'aligner avec sa lumière. Et sa lumière, bien évidemment, permet à une expérience lumineuse de pouvoir se produire. Et je pense que c'est important de bien cerner cet aspect-là. Donc voilà, c'était un petit peu ma présentation. Je regarde si j'avais quelque chose à dire. Non, c'est un petit peu ce que j'avais à vous dire de façon globale, évidemment. Et s'il y a des questions, ben, vous pouvez le faire. Moi, de toute façon, je vois qu'il y a des questions qui ont été posées. Donc, je vais prendre le temps de poser vos questions, de répondre à vos questions. Et évidemment, entre-temps, vous pouvez amener d'autres questions si vous le sentez. Quand on fait de l'exercice, quand on fait l'exercice le potentiel futur, on peut apercevoir ce potentiel, mais pour l'instant, je l'ai fait pas plus loin que 6 mois. Je me sens pas à l'aise d'aller voir plus loin. Donc, évidemment, Marguerite, le potentiel futur ne veut pas dire c'est un potentiel. Le potentiel n'est pas quelque chose de figé. C'est-à-dire qu'on peut pas, tu sais, on pourrait dire ça comme ceci. Est-ce qu'on peut deviner ou on peut prédire la mort de quelqu'un? Ou est-ce qu'on peut prédire le moment de la mort de quelqu'un? Moi, je trouve que ce serait très, très fortement déconseillé de faire une chose pareille, tant pour soi-même que pour une personne, un partenaire. Pour la simple raison qu'on n'est pas le bon Dieu et qu'on n'a pas le droit de suggérer à quelqu'un
qu'elle va mourir à tel moment. Ce qu'on doit lui faire comprendre, par contre, c'est qu'elle a une responsabilité dans sa propre vie et qu'on doit chercher à l'aider à cheminer, à évoluer, à progresser pour qu'elle atteigne justement un niveau de développement qui soit le plus harmonieux et le plus intéressant et le plus riche possible. Alors ça, je pense que c'est comme important de bien comprendre ça, Marguerite, qu'on n'a pas justement à figer l'expérience de la mort comme étant un moment donné où ça va se faire à tel âge, etc. Ça serait vraiment très fortement déconseillé. Malheureusement, je sais que certains médiums ont fait ce genre d'expression-là. Ils ont comme dit à des gens, ah, vous allez mourir à tel âge. Et moi, je trouve que c'est vraiment dangereux de faire ça parce que ça veut donc dire qu'on est en train de, entre guillemets, de condamner quelqu'un comme genre c'est comme et qu'on se met dans une position un petit peu plus, un peu comme si on était le bon Dieu. Et je pense qu'il faut vraiment éviter ce genre de situation-là. Même si on est dans la justesse, hein, on doit éviter ce genre de situation-là puisque on est il y a un danger, un risque de se tromper qui reste à un niveau plus ou moins important et qu'on ne doit pas aller dans cette direction-là, selon moi. C'est pas on doit favoriser la vie le mieux qu'on peut. Et dans ce sens-là, c'est ça qu'on doit toujours chercher à faire. Évidemment, quand on comprend que le potentiel limitatif est devenu trop élevé, que la conscience n'a plus envie de vivre, l'inconscience de la personne n'a plus envie de vivre, on doit lui en faire part, mais on ne doit pas le condamner non plus. C'est pas notre devoir d'aucune façon de faire une démarche comme celle-là. Donc ça, c'était pour Marguerite qui me posait cette question. Ensuite, euh, donc, tu communiquais avec le fœtus même à 2 mois ou plus tard. Ben, le fœtus, on peut communiquer avec lui de toute façon, comme je vous l'ai dit, dès la conception, on peut communiquer déjà avec la conscience qui est en train de prendre forme dans le ventre de la mère. Puis par la suite, jusqu'à la naissance, on peut communiquer avec lui et on peut aider notre mère, la mère porteuse. On peut l'amener effectivement à favoriser un travail de conscientisation de l'expérience et de la communication avec l'enfant d'une façon fort intéressante aussi. Ça peut être très intéressant de procéder comme cela. Donc, c'était pour la question. Alors, je me suis perdu un petit peu dans où est-ce que j'en suis. OK, voilà. Euh, Est-ce que tu dirais qu'une limitation de cette nature pourrait donner des pensées de suicide? Alors, c'est sûr que la limitation, évidemment, elle peut donner des pensées de tout ordre. La limitation, c'est une usure. Alors, une limitation, ça peut, une, un aspect limitatif, ça peut prendre plusieurs degrés de limitation. La limitation, c'est-à-dire que plus il y a d'entropie, plus la limitation devient lourde et devient difficile. Donc, les pensées suicidaires vont prendre forme plus vers l'épuisement. Si on se rappelle des états énergétiques dont je vous ai déjà parlé, on parle de l'équilibre, des alignements hyper surchargé, hypo surchargé, épuisement. Donc, c'est sûr que plus la conscience limitative tombe vers l'épuisement, plus évidemment la pulsion de mort devient importante, des pensées suicidaires, bon, tout cet aspect-là de l'impression qu'on n'a plus envie de vivre devient de plus en plus importante à ce moment-là. Ça, c'est assez clair. Peut-on travailler avec une personne décédée il y a plus de 30 ans? Absolument, il n'y a aucune contre-indication à ce sujet-là. Il faut maintenant savoir qu'est-ce qu'on veut faire avec la personne décédée. Travailler avec une personne décédée, c'est dans quel objectif qu'on va le faire. Alors moi, je crois qu'il est important quand on travaille avec une personne décédée d'avoir une interrelation avec la personne. Moi, si je travaille avec ma mère qui est décédée il y a plus de 20 ans, ben je vais aller voir ma mère, puis je vais donc chercher à voir la résonance dans un premier temps que j'ai avec elle. C'est-à-dire qu'est-ce qui va apparaître dans mon regard que j'ai avec ma mère décédée, dans mon travail intuitif. Donc une forme de résonance. Cette résonance va me donner justement un reflet de ce que ma mère peut m'apporter. Alors, je pense que c'est important d'avoir cette relation thérapeutique avec les personnes décédées et moins genre, comment dire, de curiosité. Tu sais, la curiosité, c'est simplement d'avoir une relation avec la personne pour simplement voir où est-ce qu'elle en est. Ça peut être intéressant, mais comme on l'a vu, la personne décédée, quelque part, le travail qu'on peut faire avec elle, c'est un travail justement d'alignement avec son soi supérieur. Et ça, c'est un travail qui est peut-être plus avancé, mais quand même, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et évidemment, on peut donc aller voir des personnes décédées de toutes les périodes de notre vie, si on le veut. On peut donc aller voir qu'est-ce qui se passe avec eux, etc. On peut donc comprendre un tas de choses. Moi, j'ai compris, entre autres, que quand on allait voir des personnes décédées, moi, ça m'est arrivé, par exemple, de voir, je pense à une personne elle venait de perdre son père et elle me demandait de me dire qu'est-ce qui se passait qu'est-ce qui devenait. Et on a pu donc constater que en allant voir cette personne-là décédée, je la voyais en train de faire des au revoir comme ça. Elle était sur un bateau voilier, puis elle semblait faire des au revoir en étant très très loin, comme si elle voulait faire comprendre qu'elle n'était pas disponible pour parler à sa fille, mais lui dire au revoir, mais qu'il était bien. Et elle s'est mise à pleurer tout de suite parce qu'elle m'a dit son rêve, c'était d'être sur un voilier, sur un bateau, et de faire le tour du monde. Alors, vous voyez que
dans ce sens-là, bien évidemment, ça l'a beaucoup surprise, mais en même temps, ça lui a fait du bien parce que ça lui a fait comprendre que son père semblait être dans une position de bien-être, puis il vivait effectivement un rêve qu'il avait pu donc envisager dans le passé, qu'il avait envie de vivre. D'autres cas où des gens, quelque part, se retrouvent dans une position de culpabilité ou d'aspect très sombre, comme s'ils avaient comme un travail à faire pour justement se libérer de culpabilité qui était en eux, de choses qu'ils n'avaient pas fait, qu'ils auraient dû faire. Donc, vous voyez que on revient à la notion du paradis de l'enfer. Hein? C'est-à-dire que la conscience, lorsqu'elle décède, bon, on est confronté nous-mêmes à notre propre regard sur soi. Et on dit bien quelque part que lorsqu'une personne décède, elle est confrontée à un regard de sa propre vie hein, qui lui déferle à l'intérieur d'elle-même et dans lequel elle va comme poser un regard, non pas de jugement, mais elle va poser un regard de conscience, tout simplement. Elle va devenir consciente de ce qui s'est passé dans sa vie. Et ce travail de conscience-là va l'amener inévitablement à vibrer à un certain niveau vibratoire. Et ce niveau vibratoire-là va l'amener effectivement à se mettre dans des conditions qui vont s'apparenter à effectivement un paradis ou un enfer. C'est-à-dire que si elle n'est pas contente de sa vie, elle va se créer quelque part dans sa conscience une forme de limitation qui va l'obliger effectivement à faire un certain travail de libération pour accéder à des niveaux de conscience supérieurs. Et quelqu'un qui serait content de son niveau de conscience ben, a des chances effectivement de se retrouver dans des expériences de vie qui sont plus évolutives, plus expansives, plus harmonieuses. Alors, comme je disais tantôt, évidemment, on peut trouver chez une même personne décédée des états de conscience qui seraient donc davantage connectés avec des mémoires négatives, plus reliées à une forme d'expérience de l'enfer, on pourrait avoir ça comme ça, et d'autres états de conscience qui seraient plus en relation avec des expériences plus proches de ce qu'on pourrait appeler le paradis. Alors, vous voyez, évidemment, l'enfer et le paradis sont des illusions, hein, puisque ce sont les conceptions de l'esprit, c'est-à-dire les conceptions d'un jugement qu'on porte vers soi qui va nous amener vers l'enfer, hein, ou des états de conscience où on doit faire un certain travail sur soi. Et évidemment, il y a un autre aspect où on va apprendre justement à se connecter avec le potentiel évolutif qui nous fait comprendre qu'il y a un cheminement évolutif qui nous fait avancer, qui nous fait progresser et qui nous permet donc d'accéder à un niveau de conscience supérieur. Donc ça, c'était pour une petite précision. Ensuite, quand on fait l'exercice sur le potentiel futur, on peut savoir ce potentiel. Non, non, ça je l'ai fait, excusez-moi. Est-ce que tu dirais non, ok, voilà. Peut-on travailler avec une personne décédée? Oui, je vous l'ai dit. Je parlais juste sur un plan de travail, ok. Je comprends pas Marguerite. Je parlais juste sur un plan du travail, je comprends pas ton commentaire. Laurence, un intuitif peut-il communiquer avec une personne décédée si celle-ci a pu se libérer de toutes ses mémoires et se réunifier? Si donc elle est redevenue énergie pure et qu'elle s'est incarnée de nouveau. Donc, Laurence, ça t'amène des hypothèses. OK, je vais te dire ça comme ça parce que moi, dans ma pratique, ce que j'ai voulu faire, c'était d'éviter de tomber dans de la théorie. La théorie, c'est les croyances. La théorie, c'est ce qu'on retrouve dans la littérature. Donc, pourquoi je te dis ça, c'est que bon, moi, avec une personne décédée, on peut communiquer avec n'importe quelle personne décédée. Napoléon Bonaparte, par exemple, on pourrait se mettre en relation avec elle, avec la mémoire, la conscience de Napoléon Bonaparte. Donc, on peut travailler avec toutes ces personnes-là, et ça ne veut pas dire quelque part qu'on est en train de travailler avec l'expression la plus élevée de Napoléon Bonaparte, en passant. On va travailler donc avec des états de conscience. Alors, on peut travailler avec des énergies très, très élevées, même des énergies qui seraient supposément dans la lumière absolue, on pourrait travailler avec eux. Il y a toujours un phénomène, il faut comprendre que la conscience, elle ne participe pas à l'espace-temps et on n'est pas limité par la forme terrestre. Hein. La forme terrestre, c'est que moi, je suis Sylvain Bélanger, je ne peux pas être quelqu'un d'autre, je ne peux pas me transformer, je peux être quelqu'un d'autre. Mais dans le monde de la mémoire, dans le monde de la conscience, tout est transformable. Tout est mutable. Alors, il suffit que ma conscience veuille communiquer avec une certaine énergie, quelle qu'elle soit, et je vais communiquer avec cette énergie, quelle qu'elle soit. Maintenant, comment elle va se présenter à moi? Ça va être intéressant parce que ça va être il va y avoir un échange entre moi et cette information-là qui va me ramener à ce que j'appelle la loi d'attraction. C'est-à-dire cette idée que même dans ce monde subtil-là, quand je mets en communication avec une certaine énergie, je vais communiquer avec une conscience qui, elle, va me transmettre de l'information sur moi-même pour m'aider à avancer ou progresser, ou me transmettre un message ou une connaissance pour m'aider à progresser et à avancer. Alors, vous voyez, c'est ça un peu que je dirais. Donc, pour répondre à la question de Laurence à ce sujet-là, bien sûr que on peut travailler avec toutes les mémoires, quelles qu'elles soient, et dans ce sens-là, il n'y a aucune limitation, aucune idée. Je dis bien conscience mémorielle parce qu'une personne décédée, qu'est-ce que c'est?
C'est là qu'on touche effectivement ce que tu abordes, la notion d'une élévation plus élevée, une énergie pure. Mais qu'est-ce qui détermine que moi, je suis capable de communiquer avec une énergie pure, ou que toi, tu es capable de le faire, ou que quelqu'un est capable de le faire? Alors, c'est là quelque part qu'on doit faire attention à ce type d'informations-là. Mais dans mon expérience à moi, si on me ramène ça à un niveau très concret, très tangible, au niveau de l'expérience que j'ai vécue avec les personnes décédées, il n'y a aucune personne décédée avec laquelle on ne peut pas communiquer. Et évidemment, des fois, il y a des personnes décédées qui sont moins disponibles que d'autres, parce qu'ils ont un travail à faire, etc. Mais on peut travailler avec chacune d'elles. Maintenant, quand tu dis elle est redevenue énergie pure et qu'elle s'est incarnée de nouveau. Alors, incarnation, c'est un autre phénomène intéressant, puisque là, on fait référence à cette notion qu'on s'incarne. Alors, évidemment, avec toute l'idée de la génétique qui est remise en question, on peut aussi questionner le karma ou les vies antérieures, puisque ça voudrait dire que les vies antérieures, ce serait une expérience que moi, je serais constamment éternelle. Et on commence à questionner, on peut commencer à questionner cette éternité-là, dans le sens qu'il n'y a pas d'espace-temps dans un premier temps, et que l'éternité à laquelle on fait référence, nous, en tant qu'être humain, beaucoup à travers les vies antérieures, c'est notre ego. On voudrait quelque part que notre ego vive et revive continuellement, constamment. On est content de pouvoir dire, bon, dans une autre vie, j'étais Cléopâtre, dans une autre vie, j'étais Napoléon Bonaparte, dans une autre vie, j'étais ceci, j'étais cela. On a toujours un petit peu ce plaisir de se donner une forme de valeur en se disant, ben oui, j'ai vécu des vies intérieures, voici cela. Et là, on est vraiment dans un processus d'ego. Et que quand on regarde la pratique intuitive et on fait des voyages dans les mémoires d'autres vies, on constate qu'on peut raisonner avec toutes les mémoires, quelles qu'elles soient, et que ces voyages-là, quelque part, n'ont aucune limitation. Donc, ça veut dire quelque part qu'on est comme une antenne qui vibre avec l'expérience de l'humanité tout entière. Donc, cette notion d'incarnation et de karma et tout ça est questionnable, à mon sens, à moi, dans le sens pratique des choses. C'est-à-dire que moi, quand je fais de la pratique intuitive, je peux faire des lectures de vie antérieure, mais je sais aussi que ces lectures de vie antérieure-là, si je le fais sur une personne et qu'elle revient me voir une fois par semaine, ben, si je fais des lectures de vie antérieure à chaque semaine, cette personne-là, ce que j'ai fait avec plusieurs personnes, je constate qu'il va y avoir des répétitions, des mémoires qui vont se faire d'une façon constante et continue. Et ces mémoires-là qui se font d'une façon constante et continue euh, vont m'amener à quelque part à comprendre justement que le travail que je fais euh, sur une personne, à quelque part, c'est toujours. Bon, par exemple, je pense à une personne elle venait me voir une fois par semaine, donc il y avait peut-être une victime qui était en elle, par exemple. Alors, la victime pouvait prendre la forme d'un Africain lors de l'esclavagisme aux États-Unis. On pouvait ensuite voir un Romain de la Rome antique, toujours dans l'expérience de la victime, et ainsi de suite. Donc, on voyait quelque part que la victime prenait des formes différentes dans l'histoire, mais que le thème de la victime demeurait, mais que la mémoire, elle changeait constamment. Donc, c'est pour ça que ça m'a amené effectivement à dire que dans ma pratique à moi, je ne peux pas conclure l'idée de l'incarnation, même si effectivement je sais qu'on en parle dans beaucoup de littérature, mais moi ce qui m'intéressait c'était quand même de baser mon expérience sur la pratique. Alors dans ce sens-là, il y a des gens comme Rupert Sheldrake qui a écrit La mémoire de l'univers qui va beaucoup dans le sens de ce que je dis aussi. Donc c'est une hypothèse aussi, hein, je ne dis pas que j'ai la vérité, mais j'essaie de me fier le plus possible sur l'expérience que moi j'ai été chercher plutôt que de commencer à amener simplement des éléments théoriques qui ne seraient pas en accord avec ce que moi j'ai pu observer. Voilà. Donc, ça, c'était pour Laurence. Ensuite, Joanne qui me dit, si une personne a déjà eu l'intention de se suicider, est-elle encore prise avec cette énergie-là? Ben là, évidemment, c'est une question qui est pleine de points d'interrogation. C'est-à-dire que, oui, si elle a eu l'intention de se suicider, c'est un potentiel virtuel qu'elle a développé. Ce potentiel virtuel-là peut être très actif, dans le sens qu'il pourrait revenir régulièrement, ou il pourrait, quelque part, avoir été associé à une expérience de vie et il ne pourrait jamais revenir. Alors là, c'est là qu'on touche l'idée, quelque part, que l'être humain, lorsqu'il nourrit un potentiel virtuel, ben ce potentiel virtuel va devenir de plus en plus dense et de plus en plus important. Il va avoir de plus en plus d'emprise sur cette personne-là. Et c'est là qu'il y a un risque, évidemment, que cette expérience-là, qui a été vécue à une certaine époque, puisse avoir un impact de nouveau. Il revienne à la conscience parce qu'on n'a pas cherché justement à le dissoudre, à le dissiper en quelque part. Donc, c'est ça un peu ma réponse à cela. Marguerite, peut-on aider une amie qui est sur le point de partir sans pouvoir lui dire, car plus en état de lui communiquer? Donc, si je comprends bien une personne qui serait très malade, par exemple, et qui serait en état de coma, par exemple, bien sûr qu'on peut l'aider et on n'a pas besoin de lui communiquer par la parole. On peut très bien lui communiquer dans une forme d'accompagnement dans le processus de la mort, alors elle est comme pas consciente. Ça, c'est quelque chose absolument qu'on peut faire, absolument. Ça, c'est très intéressant de pouvoir procéder dans ce sens-là aussi.
Tu m'éclaires sur des manifestations très différentes les unes des autres selon la personne décédée qui m'est apparue. Doit-on rechercher ces informations ou bien les accueillir quand elles se présentent? Ben moi, tu sais, mon nièce, moi j'ai une philosophie là-dessus, c'est-à-dire que si des informations se manifestent à nous, c'est parce que quelque part, elles ont une raison d'être. Donc, c'est toujours intéressant de comprendre la raison d'être. Pourquoi ça se manifeste à nous? C'est parce qu'à quelque part, il y a quelque chose qu'on doit apprendre. Donc, je te dirais que oui, on doit certainement, dans la mesure du possible, être réceptif à ce qui est pour comprendre ce qui se passe. Il m'est souvent arrivé de ressentir une personne décédée autour d'une personne bien vivante et parfois on m'a demandé, je me questionne sur le pourquoi et ça se présente souvent spontanément. Donc, évidemment, il faut comprendre quelque part que l'idée d'une personne décédée, c'est aussi, on doit bien différencier deux choses qui ne sont pas évidentes à différencier. C'est pour ça que j'aborde le sujet. On va même aborder trois choses là-dedans. C'est quelle est la différence entre une personne décédée, entre une entité et puis une mémoire. Ça, c'est une question assez importante qui est toute simple comme ça que je lance comme ça, mais qui demande une réflexion que moi j'ai pris énormément d'années avant de comprendre véritablement la différence entre ces trois phénomènes-là, parce que c'est pas évident à le différencier d'un point de vue expérientiel. Parce que quand on rentre dans le monde de la mémoire, on va rencontrer la mémoire, puis cette mémoire-là, ben, c'est quoi la différence entre une mémoire, par exemple, une mémoire qui est là, tout simplement, avec une entité. Une entité, c'est supposément une entité, c'est une énergie qui pourrait prendre possession d'une personne et une personne décédée. Alors, souvent, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, pour bien différencier les choses, une personne décédée, on pourrait la définir comme ceci. La personne décédée, c'est par exemple ma mère. Alors, ma mère, je communique avec elle et je me rends compte quelque part que ma mère est ma mère, que l'expérience de la personne décédée, elle est vraiment limitée à l'expérience de ce qu'elle est. Et ça veut donc dire qu'un médium, par exemple, pourrait communiquer avec cette personne-là, qui serait ma mère, qui serait décédée, et il pourrait obtenir des informations très justes sur ma propre expérience de vie que j'ai vécue avec ma mère. Et ce serait donc une expérience figée dans le temps, c'est-à-dire que la mémoire décédée de ma mère, elle est prisonnière d'une expérience limitée, qui est celle qui est associée à sa propre vie. Alors ça, c'est donc une mémoire, une personne décédée, qui n'a pas encore commencé justement à élargir son champ de conscience pour accéder à des niveaux de conscience supérieurs. Alors évidemment, ça c'est donc assez limité comme conscience, et cette personne décédée-là, quelque part, a souvent un besoin d'aide pour pouvoir justement faire un travail de libération, hein, pour arriver donc à faire un travail d'ouverture vers la conscience intelligente qui va amener effectivement cette conscience décédée, cette personne décédée-là, à finalement élargir son champ de conscience. Et à partir du moment qu'elle élargit son champ de conscience, on pourrait presque dire qu'elle n'est plus cette personne décédée-là, puisqu'elle devient à ce moment-là morcelée. Il va y avoir des différents niveaux de fréquence. Les aspects de chez elle qui sont les plus blessés vont vibrer à une certaine fréquence, les parties d'elle qui sont les plus élevées vont vibrer à un autre niveau de fréquence. Vous voyez, alors, il y a quelque chose de cet ordre-là qui va se produire, qui va faire que la personne décédée va donc se multiplier au niveau de la conscience. Et nous, en tant que thérapeute intuitif, on pourrait donc à ce moment-là faire un travail d'accompagnement pour l'aider à renouer contact avec sa dimension la plus élevée pour que ces mémoires-là se déprogramment d'elle et qu'elle se libère. Donc ça, c'était pour la personne décédée. Une entité maintenant. Qu'est-ce que c'est qu'une entité? C'est une personne décédée qui a donc une incapacité à élever son champ de conscience parce que quelque part, elle a des peurs, des appréhensions, de la douleur, etc. Alors donc, il y a quelque chose chez elle qui n'a pas été vécu, qui n'a pas été complété. Et souvent, le fait de faire un travail avec cette mémoire-là pour l'amener justement à compléter, par exemple, pourquoi elle me possède, par exemple, c'est souvent parce que moi, je suis en résonance avec son vécu, avec son expérience de vie. Donc, le fait que je commence à comprendre quelque part la présence de cette énergie-là en moi, ben, va m'amener effectivement à faire un travail sur elle et un travail sur moi pour me libérer et la libérer également. Et de cette façon-là, ben, la mémoire décédée, l'entité va pouvoir effectivement élargir son champ de conscience et encore une fois, se libérer de sa programmation. Une mémoire, mais évidemment, c'est évidemment cette pollution, pourrait-on dire ça comme ça, qui anime notre champ de conscience. C'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, je suis en relation avec l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité, ce sont des mémoires. Ces mémoires-là ont des niveaux de fréquence plus ou moins élevés et des niveaux de densité plus ou moins élevés. Alors, il faut comprendre qu'une personne décédée, une entité, aurait donc une densité plus élevée parce qu'elle serait plus connectée avec le monde terrestre, et des mémoires, ce seraient des énergies moins denses qui seraient plus connectées avec l'expérientiel universel de la vie et qui nous tend vers l'évolution et l'expansion. Alors, vous voyez que plus une mémoire limitative, et toutes les mémoires limitatives sont davantage connectées avec des expériences de vie limitées,
Donc, elles sont moins dans l'ouverture de la sagesse et de l'intelligence, et les mémoires plus expansives sont davantage connectées avec cette ouverture vers le ciel, vers l'ouverture de la conscience. Alors, c'est ça un petit peu que je vous dirais par rapport à cela. Donc, je ne sais pas si vous auriez donc des commentaires par rapport à ça, mais c'est des petites précisions que je voulais faire. Donc, je reviens avec Christiane qui me dit que penses-tu des fausses couches? Ah oui, des fausses couches, bien évidemment, il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Hein. D'une part, on a cette notion d'âme, hein, l'âme, à quelque part, la fausse couche. Bon, j'ai pas pu donner une naissance à cette conscience-là qui voulait s'incarner, etc. J'aurais envie de vous dire ça comme ceci. L'intelligence qui se manifeste dans la matière n'est pas associée à une expérience émotionnelle comme telle. C'est-à-dire que quand ils sont temps que le processus d'incarnation n'est pas mis à jour, il y a donc des consciences qui s'effectuent. Mais c'est un peu comme la mémoire. C'est-à-dire que moi, je peux vibrer avec la mémoire qui existe dans l'universalité de la vie, hein, de l'histoire de l'humanité. Et cette conscience-là, quelque part, est pleine de douleur, est pleine de souffrance, mais c'est de la mémoire. Alors, quand on aborde justement cette notion de fausse couche, ben, j'irais jusqu'à dire que lorsque ce phénomène-là n'arrive pas à s'incarner, ben, quelque part, c'est un phénomène c'est une lumière qui n'a pas pu s'incarner, tout simplement. Puis, on n'en fait pas un plat. On pourrait voir ça comme ça. C'est évident, par contre, que pour la personne qui vit la fausse couche, elle peut avoir une expérience de deuil. Et dans cette expérience de deuil-là, bien évidemment, on peut communiquer donc avec ce moment-là avec la conscience de la fausse couche en question, de l'être humain qui devait s'incarner. Et là, à ce moment-là, il y a tout un travail qui peut être fait dans ce sens-là. Mais ce que je vous fais comprendre, c'est que dans cet univers subtil-là, la conscience, elle est dénudée, je dirais, d'une certaine façon, de ce que nous, on peut envisager comme étant lié à la souffrance. Vous voyez? C'est ça un peu que je voudrais vous exprimer. Mais évidemment, nous, en tant qu'être humain, quand on vit des souffrances, bien évidemment, on peut faire un travail de détachement. Et effectivement, une fausse couche va souvent être associée à une volonté, une vie qui se manifestait en soi, mais qui n'est pas capable de se densifier dans la matière, dû au fait qu'il y a donc des incapacités en nous, en tant qu'être humain, de pouvoir amener à terme la fausse couche, l'enfant en question. C'est un peu qu'on pourrait voir ça comme ça. Et ça touche donc cette notion d'entropie, de pulsion de vie, pulsion de mort, et aussi de gestion énergétique. Hein, quand on n'a pas un bon corps, un corps qui n'a pas les constitutions nécessaires pour être capable de pouvoir donner naissance à un enfant, ça veut donc dire que pour être capable de garder un enfant pendant 9 mois dans son ventre et permettre à la gestation de se faire, puis permettre à la naissance de se produire, bien évidemment, il y a des fausses couches, il y a plein d'autres événements qui peuvent se produire et qui sont pas, et on doit pas, tu sais, comme l'avortement, par exemple, qui est un autre type d'expérience. Et tout ça, quelque part, sont étroitement en relation avec l'idée que il y a des gens qui vont être pour la pro-vie, qui vont dire, ben la vie, c'est important, on ne peut pas se permettre de... Et moi, je vous dirais ça comme ceci, c'est que l'expérience de la vie, si on la regarde d'un point de vue très élevé, je vous dirais que euh, tout ce qui s'appelle vie, à quelque part, devrait être soigné avec énormément de soins, avec énormément de respect, ce qui n'est pas le cas. On n'est pas du tout soigneux envers la vie qui est en nous. On n'est pas soigneux envers la vie que la Terre nous reflète. On n'est pas soigneux à la vie dans beaucoup de choses, finalement. Donc, c'est certain que toutes ces expériences de l'avortement, etc., sont pour moi des expériences du non-respect qu'on manifeste envers nous-mêmes, envers la vie d'une façon générale. Et que dans ce sens-là, bien évidemment, tout ce processus-là d'avortement, quelque part, moi, dans les expériences que j'ai pu voir de gens qui se sont fait avorter, etc., je pourrais vous dire quelque part qu'il y a énormément de... Il y a pas de, tu sais, c'est pas d'enfants qui vont venir finalement, je sais pas moi, réveiller la mère. Ah, tu m'as pas permis de naître, tu m'as pas permis de m'incarner, tu m'as tué, c'est un meurtre. Non, il n'y a aucun enfant que j'ai vu faire dans le monde subtil pour exprimer ça à la mère qui avait décidé de s'avorter. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est quelque part, on met, on développe une forme de culpabilité par rapport à tout ça. Mais cette culpabilité peut être questionnable en sachant quelque part qu'il y a plein d'enfants dans le monde qui meurent, il y a plein d'enfants dans le monde qui souffrent de famine et on n'en fait pas un plat alors que quelqu'un qui veut se faire avorter, on en fait un plat. Je veux faire comprendre quelque part que la vie a pas, elle se manifeste dans toutes choses et on a tendance, nous, à quelque part, à lui donner plus de valeur dans certains cas et à lui en donner moins à d'autres. Et je pense que c'est là qu'on doit se questionner en tant qu'être humain, hein, sur cette valeur qu'est la vie et de chercher justement, donc dans ce sens-là, à lui donner sa
sa pleine réalité dans la mesure qu'on est capable de se donner la permission de le faire. Alors, quand on n'est pas capable de le faire, mais c'est peut-être préférable, évidemment, par exemple, de se faire avorter, hein, par exemple. Ça peut être effectivement quelque chose qui peut être mieux que donner naissance à un enfant, sachant en plus que sur Terre, il y a énormément d'enfants qui souffrent et qui vivent des famines importantes. Donc, c'est des choses qu'on peut se questionner aussi à ce niveau-là. Élargir aussi la conscience de la personne autour de laquelle je l'aperçois aussi. Là, je comprends pas ta question, Agnès. Je me questionne sur le pourquoi ça se présente souvent spontanément et élargir aussi la conscience de la personne autour de laquelle je l'aperçois aussi. Là, je comprends pas ta question, Agnès, donc il va falloir que tu me précises si tu veux que je te réponde à ta question. Alors, évidemment, maintenant, on aborderait, si vous le voulez bien, des questions qui peuvent toucher la pratique personnelle ou professionnelle ou d'autres sujets, puisque c'est un peu aussi l'objectif de notre soirée. Tu disais que la personne décédée se présentait pour ouvrir sa conscience. Bien sûr que c'est pour ouvrir la conscience de la personne vivante, mais c'est aussi pour, évidemment, ouvrir la conscience de cette personne décédée aussi. C'est un genre de résonance. C'est le principe de la loi d'attraction. Alors, les deux ont un travail à faire dans ce sens-là, effectivement. Oui, Joanne, normalement à 18h pour le Québec, il va y avoir un petit webinaire qui sera donc évidemment plus court, hein. C'est le webinaire de la France qui présente la conférence comme telle la plus complète possible, mais évidemment, vous pouvez y revenir sur l'enregistrement de ce webinaire-là pour ceux qui ont envie d'assister à la conférence en détail. Voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions maintenant avant qu'on termine sur différents sujets, puisque vous savez que vous pouvez aussi parler de votre pratique personnelle ou professionnelle ou des questions que vous pouvez avoir sur votre pratique d'une façon plus générale. D'accord, Joanne. Bonne soirée, bonne fin d'après-midi. On se voit plus tard. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour ceux qui sont encore présents? OK, donc si vous voulez bien, on va s'arrêter ici. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce petit webinaire. Donc, c'était de la naissance à la mort. Donc, les prochains webinaires vont être annoncés pour le mois de mai. Il y aura donc un petit mail qui vous sera envoyé pour vous faire une présentation globale du mois de mai avec les thèmes des conférences qui auront lieu, des associés au webinaire, comme d'habitude. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez donc venir y jeter un coup d'œil. Donc, voilà. Donc, je vous remercie. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Alors, comme d'habitude, vous allez retrouver ce petit webinaire-là sur la chaîne Pleine Conscience Intuitive dans le site YouTube. Alors, vous allez pouvoir revisionner si ça vous intéresse. À très bientôt. Je vous remercie. Au revoir. Guten Tag. Sie sind verbunden mit der Trendtest GmbH. Wir führen telefonische Umfragen durch im Auftrag von Ipsos, einem der größten Markt- und Meinungsforschungsunternehmen. Vielen Dank, dass Sie uns zurückrufen. Wir haben Sie angerufen, weil wir gerne Ihre Meinung zu aktuellen Themen erfahren möchten. Wir werden Ihnen nichts verkaufen und machen keine Werbung. Ihre Teilnahme an der Umfrage ist selbstverständlich freiwillig. Alle Ihre Angaben werden ohne die Telefonnummer, ohne Ihren Namen und nur in statistischer Form, also als Tabellen- oder Prozentwerte, ausgewertet. Ipsos ist bei der Datenschutzaufsichtsbehörde eingetragen. Die Adresse unseres Telefonstudios lautet Trendtest GmbH, Zollernstraße
Wilhelmstraße 26, 10829 Berlin. Wenn Sie wissen möchten, warum wir gerade Sie angerufen haben und woher wir Ihre Telefonnummer haben, dann drücken Sie bitte an Ihrem Telefon die Ziffer 1. Wenn Sie mehr über den Schutz Ihrer Daten erfahren möchten, drücken Sie bitte die 2. Weitere Informationen zu Ipsos können Sie unter Ziffer 3 erhalten. Informationen zu dem Verband, dem alle größeren deutschen Marktforschungsinstitute angehören, erhalten Sie, wenn Sie die 4 drücken. Wenn Sie andere Fragen haben, wählen Sie bitte.